Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Mathilde Muller est avec nous? Oui, Mathilde, oui, oui, bien sûr. Je vous on entends, c'est l'entend. parfait et on voit bien le diapo. Parfait. Ben, écoute, merci Mathilde. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes, hein. On va attendre allez, midi 13h, 13h02, 13h03 pour démarrer, le temps que les derniers se connectent. Merci pour votre patience et à tout de suite.
Bien. Bonjour à toutes et à tous. Mathilde, peux-tu me confirmer que tout le monde m'entend? Oui, on entend bien et on voit bien la petite présentation. Parfait. Alors écoutez, je vous propose qu'on démarre. Les derniers se connectant, finissant de se connecter. On va démarrer doucement sur cette conférence, alors qui se veut être un petit aperçu, mais surtout qui permettra de déboucher à l'issue de ce petit aperçu sur des séances de questions-réponses, sur une présentation du cursus vétérinaire en l'appliquant à l'école d'Alfort, mais vous verrez que ça m'amènera également à parler des autres écoles vétérinaires françaises, puisque le travail se fait évidemment parfaitement en concertation entre les 4 écoles vétérinaires françaises. Alors, je suis moi-même Henri Château, je suis directeur des formations à l'école d'Alfort et professeur en anatomie. Catherine Colmin est peut-être avec nous pour cette séance. Elle est directrice de la scolarité et de la vie. Votre micro s'est désactivé. Voilà, j'ai réactivé. Oui, il faut faire attention de ne pas faire de mute de tous les micros, Mathilde, sinon ça je pense quand même. Ah non, j'ai pas fait. Non, ouais, ok, je sais pas. Et alors, je ne sais pas trop ce qui n'a pas été entendu, mais peu importe. Présentation du cursus vétérinaire, donc moi-même Henri Château, directeur des formations, accompagné par Catherine Colmin, directrice de la scolarité et de la vie étudiante. Et j'en profite pour remercier tous nos étudiants là, qui nous accompagnent sur ce forum de la formation vétérinaire. Mathilde Muller qui est avec nous là, tout de suite pour cette séance. Merci à toi Mathilde, merci pour toute l'organisation logistique que tu as mise en place. Et puis également à Romane, à Julie, de Romane Lecam, Romane Nicolas, qui nous accompagnent plus spécifiquement sur ces séances de présentation du cursus vétérinaire et qui vont nous aider à gérer la séance de questions-réponses également à la fin de la conférence. Donc vous pouvez, au cours de la conférence, n'hésitez pas à commencer à taper des questions sur le chat du Teams. Et Mathilde nous en fera une petite synthèse à la fin, de manière à ce qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions qui ont été formulées au fur et à mesure. Donc écoutez, je vous propose qu'on démarre. Je vous montre quelques éléments sur ce qu'est le cursus vétérinaire, avec, vous le savez, plusieurs voies de concours pour accéder aux écoles nationales vétérinaires françaises, sachant qu'il y a bien sûr 4 écoles nationales vétérinaires, celle d'Alfort, pour laquelle nous discutons aujourd'hui. Toutes les conférences qui sont organisées aujourd'hui sont à Alfort. Vous savez qu'il y a également d'autres journées qui sont d'autres journées de ce type de conférences, de présentation du cursus qui sont organisées également à Nantes, ici la photo en vert, à Toulouse et également à Lyon. Donc plusieurs écoles, mais un seul diplôme. Un seul diplôme, il est valable évidemment pour toutes les écoles et a la même valeur, quelle que soit l'école en France, mais même, on peut aller plus loin, quelle que soit l'école ou la faculté en Europe, puisque le diplôme de vétérinaire, comme tous les diplômes de l'enseignement supérieur, sont reconnus dans tous les États membres européens. Donc, bien sûr, un diplôme qui peut être utilisé dans d'autres pays européens. Diplôme, on le verra également, qui est valable pour toutes les espèces, et quelle que soit l'école d'origine. Toutes les écoles forment les étudiants à toutes les espèces de façon généraliste, même si à la fin de la formation initiale, il est possible ensuite de continuer vers des voies de spécialisation, vers certaines espèces plus particulièrement, voire vers certaines disciplines médicales. Mais en tout cas, le diplôme lui-même, il est généraliste pour toutes les espèces. Vétérinaire, c'est une profession, mais c'est également plein de métiers. Je pense que cette journée de forum a aussi pour objectif de vous montrer ça, parce que on connaît bien sûr le métier du vétérinaire qui soigne l'animal, mais vétérinaire, c'est une profession qui est plus large, qui va englober plus de facettes que juste le soin à l'animal. Et c'est important d'en avoir conscience lorsqu'on souhaite s'engager vers cette profession. Donc, plusieurs écoles, bien sûr, je viens de vous le dire. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'ENVA pour vous montrer un petit peu comment l'enseignement est organisé au sein de notre école. Alors, l'école d'Alfort, c'est
c'est une vieille dame. Elle date de 1765. C'est la plus ancienne école vétérinaire, toujours sur son site d'origine. C'est même la plus ancienne grande école en France, toujours sur le site d'origine. Elle date de 1765, donc elle était royale à cette époque-là. C'était évidemment pas une école nationale, c'était une école royale, l'école royale vétérinaire de Paris. Et après une installation très courte au sein même de la capitale, dans Paris, elle s'est rapidement, quasiment 2 ans après son installation à Paris, déportée dans la banlieue parisienne, en banlieue qui à l'époque, vous voyez, on voit la photographie de l'endroit où l'école s'est installée, ici sur le hameau d'Alfort. C'était évidemment à cette époque-là la campagne. Et une école qui s'est installée, vous voyez cette carte ancienne là, à la confluence entre la Seine et la Marne, donc dans ce triangle. On voit le pont de Charenton ici, là, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne. Le pont de Charenton qui traverse à ce niveau la Marne et qui était une voie d'accès extrêmement importante pour tout le sud-est de la France en direction de la capitale, avec des passages de bestiaux, évidemment, dans cette partie de l'accès à la capitale, et donc un rôle stratégique, une localisation stratégique de l'école à cet endroit. Bref, donc l'école est toujours là, toujours sur ce site d'origine. Évidemment, l'environnement s'est très largement urbanisé autour de cette école, mais néanmoins, elle a conservé cet emplacement qui est un véritable atout concernant tous les liens que l'école peut entretenir avec une diversité académique, enseignement supérieur autour de l'école, et puis également de structures de recherche qui sont évidemment dans une région extrêmement dynamique. Création des écoles vétérinaires, vous voyez ici la statue qui se trouve dans l'école par Claude Bourgelat, fondateur des écoles vétérinaires et initiateur de ce mouvement, puisque la toute première école vétérinaire au monde a été créée à Lyon, 2 ans avant celle d'Alfort, et donc c'est donc en France que ces écoles se sont installées en premier. Alors le fait que notre école soit toujours sur son site d'origine, évidemment, la marque par un héritage qui est très riche. Si vous avez l'occasion de venir sur Alfort ou ici par les visites virtuelles, vous pourrez constater la présence d'un musée dans l'école vétérinaire, un musée Fragonard avec des collections anatomiques extrêmement riches, des particularités, l'écorché de Fragonard qui vaut le coup d'œil si on ne l'a jamais vu. Et puis également, et y compris pour les locaux d'enseignement, des locaux qui sont marqués par cet héritage. Vous voyez ici l'amphithéâtre d'anatomie, tel qu'il était à l'époque, alors pas tout à fait la construction de l'école, là c'est la fin du 19e siècle, mais cet amphithéâtre il est parfaitement conservé, il est évidemment rénové, on lui a rajouté des vidéoprojecteurs, des moyens de projection modernes, mais vous voyez qu'il a gardé son cachet d'origine, auquel on tient évidemment énormément. Alors vous observez par ailleurs que dans cet amphithéâtre, vous voyez ici un cheval, donc on pouvait, là, les étudiants de l'époque pouvaient assister à des démonstrations sur des animaux vivants dans l'amphi. C'est toujours le cas, on peut toujours faire rentrer des animaux. Il y a une grande porte ici à l'entrée de l'amphi qui nous permet de faire rentrer des animaux de temps en temps dans cet amphithéâtre. Bon, même principe pour la bibliothèque que vous retrouvez ici. La bibliothèque qui, d'une part, a un cachet historique du point de vue de son architecture, mais également de ses collections qui sont extrêmement anciennes et extrêmement riches. Bon, vous le comprenez, donc il y a une certaine fierté à cette ancienneté de l'école, mais tout en s'inscrivant dans la modernité avec tout un tas de mutations, de nouvelles constructions ces dernières années. En 2015, par exemple, ce qu'on a qualifié de pôle à risque biologique, un nouveau bâtiment qui nous permet d'intégrer des salles de TP permettant de gérer le risque biologique, et puis également des étages consacrés à toutes les analyses de laboratoire, donc dans ces nouveaux bâtiments modernes. De même que récemment, la réhabilitation complète de notre hôpital animaux de production,
avec des étables qui sont installées donc, en plein cœur de Paris. Hein, donc, voilà, il faut pas avoir de doute là-dessus. On a beau être en plein milieu de la région parisienne, dans l'école vétérinaire, il y a des vaches, des cochons, des moutons, des chèvres hein, qui sont hospitalisés dans ces hôpitaux et qui nous sont donc amenés par des clients dans l'école vétérinaire. Avec des motos, du coup, là, un hôpital qui est complètement moderne pour gérer ceci. Le bâtiment, je vous remontrerai une vue intérieure tout à l'heure. Ce bâtiment-là, par exemple, est une salle de chirurgie. Vous avez une salle de chirurgie sous la verrière avec des gradins qui permettent aux étudiants d'assister à ces chirurgies à l'intérieur de ces bâtiments. Bon, ça, c'est ce qui vient d'être installé. Dans le futur très proche, livraison en 2022, bâtiment qui est en cours de construction. Là, les murs sont déjà posés. Il n'y a plus qu'à faire l'installation à l'intérieur. Un très gros centre qui va être notre cœur de campus, dans lequel on va relocaliser l'ensemble de nos amphithéâtres, donc 2 grands amphithéâtres là dans les grands cubes que vous voyez à chaque extrémité, et puis les salles de travaux dirigés, de travaux pratiques, mais également toute l'administration de l'école qui va réintégrer ce bâtiment, comme tout ce qu'on essaye d'entreprendre lorsqu'on fait des rénovations sur le site, intègre des façades de nos bâtiments historiques, tout en incluant évidemment des locaux adaptés et fonctionnellement modernes. Alors, autre information importante à bien comprendre sur l'école d'Alfort, c'est que là, je viens de vous parler de son site historique, hein, celui qui se trouve donc à Maisons-Alfort, entre la Marne et la Seine. Là, vous voyez les 2 grandes artères routières là, et le triangle qui se trouve ici, qui fait la pointe en direction du pont de Charenton, justement. Tout ce secteur-là correspond à l'endroit où se trouve l'école nationale vétérinaire en région parisienne. Mais l'école nationale vétérinaire d'Alfort, c'est également un site en Normandie, dans le Calvados, à côté de Caen. La photo que vous voyez ici en dessous, cette partie-là, ça a beau pas être à Alfort, c'est l'école d'Alfort, même si c'est en Normandie, c'est un site délocalisé de l'école. Et ce site, c'est le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices chez le cheval. Donc, problématique majeure, évidemment, c'est le problème locomoteur chez le cheval, qui nécessite des examens très spécialisés, notamment en imagerie, radiographie, échographie, des IRM, des scanners. Tout ceci est installé dans ces locaux, dans le berceau de l'élevage de chevaux en France, donc évidemment en Normandie ici, avec des étudiants qui notamment dans les dernières années d'études, participent à ces consultations sur ce site délocalisé. Donc, une école, 2 sites, hein, et environ dans notre école 800 étudiants à l'heure actuelle. Vous avez vu sur la vue de dessus, la surface, c'est environ 10 hectares aux portes de Paris. C'est l'école d'Alfort, c'est 140 encadrants pédagogiques. Hein. Quand je dis encadrants pédagogiques, ce sont non seulement des enseignants-chercheurs, mais c'est également des praticiens hospitaliers, des assistants hospitaliers, des résidents, donc toutes les personnes qui travaillent dans nos hôpitaux et qui contribuent bien sûr à la formation pédagogique de nos étudiants, lorsqu'ils sont confrontés, mis en situation auprès des animaux. Ça, c'est une donnée très importante. Hein. Les écoles vétérinaires en général sont dotées de CHUV, c'est-à-dire de centres hospitaliers universitaires vétérinaires, qui sont l'équivalent des CHU de la médecine humaine, hein, où on a effectivement des animaux qui sont présentés par des clients dans nos hôpitaux et les étudiants participent à la démarche diagnostique avec les cliniciens sur des cas réels. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les hôpitaux de l'école d'Alfort, c'est environ 40 000 animaux vus tous les ans. 40 000 animaux qui sont présentés par les propriétaires pour des traitements et des soins. Des diagnostics, des traitements et des soins. Pourquoi 4 hôpitaux? Parce qu'on va avoir des hôpitaux qui vont être différents en fonction des espèces. On a bien sûr un très gros hôpital dédié aux animaux de compagnie, mais également aux nouveaux animaux de compagnie.
donc des espèces, vous le savez, hein, qui sont des espèces qu'on peut considérer comme domestiquées ou en tout cas gardées en contact avec l'homme, même si il ne s'agit pas des espèces traditionnelles carnivores, chiens et chats. On a évidemment également un hôpital animaux de production. J'ai commencé à vous en parler un peu. Je vous ai montré la réhabilitation des bâtiments pour ces animaux de production. Vous voyez ici une vache dans ce bâtiment, justement, un car qui vient d'être réhabilité. Un hôpital pour les chevaux, bien sûr, et puis également un hôpital pour la faune sauvage, que je différencie un peu des nouveaux animaux de compagnie. La faune sauvage, ce sont des animaux qui pour le coup, ne sont pas des animaux présentés par des clients, mais qui ont été récupérés dans la nature parce que accidentés ou blessés, et donc ramenés vers notre école. Bon, pour faire tourner tout ce dispositif, il faut bien sûr du personnel administratif, technique, hein, donc c'est plus de 200 personnes qui accompagnent les encadrants pédagogiques et les étudiants pour l'ensemble de ces activités. Donc, vous l'avez compris, les missions des écoles vétérinaires, c'est pas spécifique à Alfort, hein. C'est d'abord la formation initiale des étudiants, les amener vers le diplôme de vétérinaire. C'est également la formation continue, je vous en dirai quelques mots, formation continue, parce que les vétérinaires, une fois installés, continuent à se former. Donc, ils reviennent dans nos écoles pour, par exemple, suivre des formations courtes qui leur permettent d'approfondir certaines notions dans certaines spécialités, parce qu'ils sont évidemment tenus de continuer à se former tout au long de leur carrière. Les connaissances médicales évoluant de jour en jour, c'est bien sûr indispensable de se tenir informé. La deuxième grande mission des écoles vétérinaires, c'est le soin aux animaux, hein, d'où la présence de centres hospitaliers, d'hôpitaux au sein de nos murs, hein, et c'est une véritable force parce que nous avons dans ces hôpitaux des spécialistes, hein, qui sont enseignants, mais qui sont également chercheurs, donc qui vont faire progresser la connaissance dans ces soins aux animaux. Et les étudiants qui vont participer aux soins aux animaux avec ces enseignants-chercheurs vont donc bénéficier, hein, des techniques les plus modernes. Et puis enfin, dernière mission, c'est la recherche, justement. Alors, recherche qu'elle soit fondamentale, appliquée et ou clinique, dans les hôpitaux d'une part, mais également dans les structures de recherche qui peuvent être en lien avec des organismes de formation extérieurs. En quelques mots, cette culture de la recherche, elle est essentielle, hein. Elle est essentielle parce que la recherche alimente l'enseignement, fait progresser l'enseignement. Comme je vous le disais, en lien avec d'autres agences de recherche, hein, l'Institut Pasteur, l'INRAE, l'INSERM, l'ANSES, qui sont des partenaires historiques de l'école vétérinaire. La recherche à l'école s'est structurée en deux grands pôles. Un pôle qui s'intéresse aux maladies animales, aux zoonoses, les maladies qui sont transmissibles de l'animal vers l'homme, et donc globalement aux risques infectieux. Et puis un deuxième pôle qui s'intéresse, lui, à la physiopathologie et à la thérapie, hein, alors surtout de l'appareil locomoteur, de la reproduction, du muscle, dans les principales unités de l'école, 9 unités de recherche, voilà, presque 200 articles scientifiques publiés chaque année par nos enseignants-chercheurs. Les champs d'action, c'est d'une part étudier les animaux pour mieux les soigner et contribuer à leur bien-être. C'est le premier point, ça paraît assez évident pour un vétérinaire. Mais c'est aussi dans les champs d'action de la recherche d'améliorer la santé humaine. Parce que ce qu'on est capable de mettre en place sur des animaux peut constituer un excellent modèle pour améliorer la santé humaine. Et puis enfin, dernier champ, et on en reparlera, c'est également préserver la sécurité alimentaire, qui est une mission essentielle du vétérinaire. Alors, je vous le disais, un seul diplôme d'état de docteur vétérinaire qui s'obtient après la thèse d'exercice, hein, pour toutes les espèces, valable pour toutes les espèces et dans toute l'Europe, donc un diplôme qui est commun. Comment globalement s'organise notre cursus au sein des écoles françaises? Ce n'est pas spécifique à Alfort. Là, la diapositive que je vous montre ici, c'est vrai dans les 4 écoles vétérinaires françaises. Alors, il y a eu des nouveautés récentes, hein, sur ce cursus, qui était précédemment en 5 ans et qui est maintenant en 6 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en 6 ans? Ça veut dire que, en fait, ce qui a été relativement modifié cette dernière année, c'est l'introduction, en tout début de cursus, d'une première année commune aux écoles nationales vétérinaires, première année commune qui recrute des étudiants passant un concours
post-bac. Donc, l'année du baccalauréat, l'année de terminale, le concours est organisé à ce moment-là. Et les étudiants qui sont sélectionnés par ce concours post-bac, donc en terminale, intègrent les écoles vétérinaires en première année. Et ils font une première année qui est dite commune aux ENV parce que le programme a été réfléchi à 4 et c'est exactement le même programme qui est déroulé dans les 4 écoles vétérinaires françaises avec des examens qui d'ailleurs seront les mêmes dans les 4 écoles. Ça, c'est la voie du concours post-bac et à l'heure actuelle, c'est 40 étudiants parmi nos promotions, hein, donc 40 étudiants qui sont issus de ce concours. Ce n'est donc pas la voie majoritaire. La voie majoritaire, ce sont toutes les autres voies de concours, hein, qui sont les voies A, ATB. La voie A, c'est la voie classique, c'est la voie de la classe préparatoire, BCPST, qui est la classe, donc le concours commun aux écoles d'agronomie et aux écoles vétérinaires. Et qui permet ce concours, hein, donc à l'issue des 2 ans de classe préparatoire, d'intégrer en fonction de son classement une école vétérinaire. Donc ça, c'est la voie classique, voilà, qui va représenter l'année prochaine environ 70 places parmi nos promotions. Et puis ensuite, on a également donc un concours B qui est le concours organisé au niveau des licences, donc 2e ou 3e année de licence, qui représente en gros une vingtaine d'étudiants. Alfort, le chiffre exact cette année doit être de 17, une vingtaine d'étudiants qui vont rentrer par cette voie. Et puis une dernière voie qui quantitativement est assez importante, c'est la voie C, qui est la voie des BTS et des DUT, qui, à la suite d'un concours bio-ATS, permet d'intégrer les écoles vétérinaires. Et en l'occurrence, pour l'école vétérinaire d'Alfort, 30 places sont réservées au sein des promotions par cette voie de concours. Donc, pour récapituler, 40 par le concours post-bac, 70 environ par la voie, une vingtaine par la voie B, une trentaine par la voie C, ce qui nous amène à des promotions d'environ 160 étudiants. Je n'ai pas détaillé ici des voies qui sont un peu plus minoritaires, voie D, voie E, voie D, qui sont plus des voies de passerelle, hein, qui se font après un master ou d'autres études conduisant à un doctorat. Finalement, vous constatez que tous ces étudiants qui passent par la voie A, ATB, B, C, D, ces étudiants, quand ils ont passé leur concours, ils vont arriver directement en 2e année dans nos écoles vétérinaires, hein, puisque eux auront eu un cursus entre le baccalauréat et leur concours. Donc, ils retrouvent en 2e année les étudiants qui, eux, sont passés via le concours post-bac en 1re année dans nos écoles. Donc, tout le monde se retrouve en 2e année. Et à partir de là, démarre un tronc commun qui dure 4 ans, donc de la 2e année à la 5e année, et tronc commun qui conduit à un diplôme d'études fondamentales vétérinaires. Fin de 5e année, on obtient ce diplôme lorsque toutes les unités de compétences sont validées. Ce tronc commun, il va bien sûr s'organiser avec une progression pédagogique, avec des sciences qui sont relativement fondamentales au démarrage. En 2e année, on a besoin d'enseigner de la physiologie, de l'anatomie, des matières qui vont être le socle, ensuite de disciplines plus cliniques. Et puis petit à petit, les disciplines cliniques vont apparaître de plus en plus jusqu'à la 5e année, qui est dite toute clinique, c'est-à-dire qu'en 5e année, il n'y a quasiment plus de TP, de TD, de cours. L'essentiel de l'enseignement, ça se fait au chevet de l'animal dans les hôpitaux. L'enseignement, il se fait en prenant en charge des cas cliniques, accompagnés bien sûr par des cliniciens et des enseignants, mais c'est vraiment une véritable immersion clinique au niveau de cette 5e année, avec progressivement cette prise de responsabilité de nos étudiants au cours de leur cursus. Alors ça mène au diplôme d'études fondamentales vétérinaires. C'est un diplôme qui est, comme je vous le disais, généraliste. Alors non seulement généraliste par discipline, mais même généraliste par espèce. Donc ce diplôme, il couvre toutes les espèces. La 5e année, c'est un semestre dans lequel nos étudiants sont dans les hôpitaux animaux de compagnie, et un 2e semestre dans lequel les étudiants sont pour une partie
dans les hôpitaux équidés et pour une autre grosse partie dans les hôpitaux animaux de production ainsi que dans les secteurs de santé publique vétérinaire. Donc, un semestre petits animaux, un semestre grands animaux, si on veut résumer un petit peu l'objectif. Donc, vous constatez qu'en fin de 5e année, toutes les espèces sont traitées. Donc, un diplôme dans lequel l'ensemble des facettes du métier a été abordé. Ce diplôme, il permet à nos étudiants d'être assistants vétérinaires. Assistants vétérinaires, ça veut dire qu'ils peuvent commencer à travailler dans les cliniques vétérinaires, toucher un salaire, mais en étant accompagnés par un vétérinaire senior et diplômé, qui se porte garant pour l'assistant avec lequel qu'il a embauché. En parallèle, donc nos étudiants entament leur dernière année, à partir du moment où ils ont obtenu ce diplôme d'études fondamentales vétérinaires, dernière année, donc 6e année, qui est une année d'approfondissement. Approfondissement parce que là, autant on était sur un tronc commun avant dans lequel tous nos étudiants étaient exposés aux mêmes enseignements, autant en 6e année, il y a un choix qui se fait dans une dominante, et les 3 principales dominantes étant des dominantes cliniques, où nos étudiants peuvent s'orienter soit vers la clinique des animaux de compagnie, la clinique des animaux de production ou la clinique des équidés, donc des chevaux. Donc, vous voyez, une sélection de dominantes. Et je vous en reparlerai tout à l'heure, il y a également d'autres dominantes possibles qui peuvent concerner la recherche, l'industrie, la santé publique vétérinaire. Bref, un début d'approfondissement ou de spécialité, même si ce terme de spécialité n'est pas tout à fait bien choisi, puisque la spécialité, elle arrive après. Là, vous voyez qu'on est juste sur un approfondissement dans une espèce ou dans un domaine. Et c'est à la fin de cette 6e année que les étudiants, alors, d'une part, travaillent leur thèse pendant cette 6e année et puis enfin la soutiennent à la fin de cette 6e année. Et c'est la soutenante de cette thèse qui permet d'obtenir le diplôme d'état de docteur vétérinaire. Donc, à partir du moment où ce diplôme d'état de docteur vétérinaire est obtenu, eh bien, le jeune diplômé obtient toutes les prérogatives pour exercer en libéral et pas que, également dans les autres métiers comme on l'a déjà évoqué. À la fin de cette formation initiale, certains de nos étudiants choisissent de prolonger leur formation. Alors, ces prolongements de formation, ça peut être des internats. Internats qui, là encore, s'organisent dans chacune des grandes dominantes. Et puis, à l'issue de l'internat, certains vont même jusqu'à des résidanats, où là, pour le coup, on rentre vraiment dans des thématiques de spécialisation, puisque ces résidanats vont permettre d'avoir non seulement une orientation sur une espèce de prédilection, mais au-delà de cette espèce de prédilection, également des spécialisations vers un domaine médical particulier, la chirurgie, l'ophtalmologie, la cancérologie, etc. Et généralement, ce sont des diplômes qui sont gérés à l'échelon européen. D'autres de nos étudiants vont également s'orienter vers des secteurs de la recherche, en s'orientant notamment vers des doctorats d'université. Donc, ils sont non seulement docteurs vétérinaires, mais ils cherchent en plus à obtenir un doctorat par une thèse de sciences. Alors, quelques mots sur nos méthodes pédagogiques, nos objectifs. Je reviendrai un petit peu sur ce que sont les spécialisations après l'école et sur la façon dont on cherche en permanence à s'améliorer. Alors, objectif, évidemment, pour nous, c'est former des vétérinaires et si possible de bons vétérinaires, évidemment. Ce qui nécessite de prendre en compte les éléments de contexte que je viens de vous citer, le fait qu'il y ait plusieurs voies de concours. Donc, il faut que chacun des étudiants, quelle que soit sa voie de concours, puisse au final parfaitement s'intégrer au dispositif. Un seul diplôme valable pour toutes les espèces dans toute l'Europe, ouvrant une profession réglementée, ce qui entraîne un certain nombre de contraintes, et puis surtout ouvrant à de nombreux métiers. Et c'est très important d'avoir bien compris et connaissance de la diversité de ces missions du vétérinaire, parce qu'évidemment, cette diversité des missions, elle est nécessairement abordée pendant les études. Autrement dit, c'est pas parce que l'on rêve de soigner la faune sauvage que on ne devra pas être formé à ce qu'est la santé publique vétérinaire, et notamment, par exemple, à la gestion d'un abattoir, de savoir quels sont les contrôles que le vétérinaire doit exercer dans un abattoir. Ça fait évidemment partie de nos missions. La première d'entre elles, elle est
listés ici, je pense que ce n'est pas la peine d'en faire une grosse explication. Le vétérinaire, il est évidemment là pour soigner et protéger les animaux. Comme je viens de commencer à l'évoquer, il est également, le vétérinaire, garant de la santé publique en assurant la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Donc c'est là où son intervention est cruciale dans la chaîne alimentaire pour vérifier la sécurité sanitaire. Son action dans la santé publique, elle est également fondamentale pour la maîtrise des zoonoses, des maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et on voit très bien le contexte actuel de la crise sanitaire avec ce dont vous avez entendu parler sur les chauves-souris, le passage de virus d'animaux à l'homme. C'est évidemment un enjeu majeur pour le vétérinaire d'être parfaitement formé sur ces thématiques. Préserver l'environnement, même principe, parce que le vétérinaire se trouve être la sentinelle et l'interface entre l'homme et l'animal, donc il a évidemment un rôle dans cette action. Développer la recherche et la formation. Alors, tous les vétérinaires ne vont pas nécessairement être ni des chercheurs ni des enseignants, mais collectivement, la profession doit trouver les ressources pour s'améliorer. Et donc, s'améliorer, c'est participer à la recherche, participer à la formation collective de l'ensemble des individus qui participent à la profession. Et puis, c'est également accroître l'harmonie de l'interaction homme-animal dans la société. Là encore, le vétérinaire étant le garant et la sentinelle de cette interaction. On comprend assez facilement au vu de cette liste que l'ensemble de ces missions, ce ne sont pas que des connaissances, loin de là. Loin de là. C'est aussi pour beaucoup des raisonnements, des savoir-faire, des savoir-être. Et tout ça, ça se traduit par globalement des compétences beaucoup plus que par des connaissances dont on sait que l'accès maintenant avec le numérique est de plus en plus simple. Donc la problématique n'est pas tellement une problématique de connaissance, même si évidemment pour être vétérinaire, il faut être capable d'avoir une vision assez globale sur un certain nombre de notions théoriques. Mais c'est surtout apprendre des raisonnements, des savoir-faire, des savoir-être. Et ça peut se traduire parce que les anglo-saxons qualifient de Day One Skills. Pourquoi je prends ce terme anglo-saxon? Parce qu'en fait, évidemment, les écoles vétérinaires françaises s'inscrivent dans une démarche qui est européenne, qui est internationale, une démarche d'harmonisation du diplôme à l'échelon européen. Vous avez compris, n'importe quel diplôme de l'enseignement supérieur reconnu dans un pays faisant partie de l'Union européenne est par définition valable dans tous les pays de l'Union. Donc c'est indispensable d'avoir une harmonisation, de s'assurer que ce niveau de diplôme soit le même dans tous les pays. C'est le rôle d'une agence d'accréditation qui s'appelle l'A3EV, l'association des établissements d'enseignement européens d'enseignement vétérinaire. Et donc c'est Day One Skills, ces compétences au premier jour que nos étudiants doivent avoir au moment où ils sortent de l'école, on les a définies ensemble à l'échelon européen. Puis ensuite, on les a dérivés, bien sûr, dans un référentiel qu'on a francisé, mais qui n'est que la reproduction de ce qui se décide à l'échelle européenne. Je vous en cite, alors évidemment pas tout le contenu, parce que ce référentiel, il est assez volumineux et assez détaillé pour être suffisamment précis pour bien connaître les objectifs. Mais je peux vous en détailler quelques grandes compétences qui sont le regroupement ensuite des capacités déclinées dans chacun des secteurs. Il y a des compétences qui sont assez simples à envisager, qui se comprennent facilement parce qu'elles sont tout à fait spécifiques au métier de vétérinaire. La première d'entre elles, c'est pour un vétérinaire de savoir conseiller et prévenir. Conseiller et prévenir, alors des clients notamment, donc des propriétaires d'animaux, sur des notions de santé, de bien-être, mais pas que des propriétaires d'animaux, sur des notions de santé et de bien-être, c'est aussi conseiller et prévenir éventuellement des décideurs politiques, par exemple. Donc ça peut être le rôle des vétérinaires d'intervenir dans ce genre de secteur. Des notions également concernant la biosécurité, extrêmement important pour préserver la santé des animaux, d'être parfaitement au courant de ces pratiques et de leur mise en place. Établir un diagnostic, compétence du vétérinaire. Et évidemment, je pense que là, il n'y a pas besoin de beaucoup expliquer ce concept-là. Faire un diagnostic, c'est recueillir des informations, c'est formuler des hypothèses, les hiérarchiser, les trier entre elles, organiser des examens complémentaires. Alors, les examens complémentaires, ça peut être faire une prise de sang, faire une radiographie, faire de l'imagerie médicale,
Et à partir du moment où on a émis des hypothèses et qu'on a confirmé des hypothèses avec des examens complémentaires, on peut conclure un diagnostic. Cette démarche-là, elle est évidemment extrêmement importante dans le soin aux animaux, pour avoir une conclusion, un diagnostic qui soit le plus précis possible. Mais la démarche, elle peut également s'appliquer à d'autres situations professionnelles parce que formuler des hypothèses, les trier et conclure, c'est une démarche qui est extrêmement pertinente dans un grand nombre de contextes et c'est une compétence qui est très recherchée pour les vétérinaires. Soigner et traiter, je ne vais pas détailler, mise en œuvre de protocoles de soins, de traitements adaptés, on se doute évidemment que c'est une compétence majeure que doit rechercher le vétérinaire. La dernière dans les compétences spécifiques au métier de vétérinaire, je vous l'ai déjà exposé, mais je réinsiste dessus, c'est agir pour la santé publique. Le vétérinaire, c'est le garant de la santé animale et donc de la sécurité des aliments. Selon un principe dont vous avez peut-être un peu entendu parler, y compris dans la presse grand public, le principe de une seule santé, One Health en anglais. Une seule santé, c'est une seule santé animale, humaine, environnementale, parce que toutes les santé des uns et des autres ont des répercussions les uns sur les autres. Et des problématiques de santé animale peuvent avoir, on parlait tout à l'heure de zoonose, de maladies transmissibles de l'animal vers l'homme, peut avoir des répercussions sur l'homme. Et évidemment, l'activité humaine peut avoir des répercussions à la fois sur le règne animal ou sur l'environnement. On en a évidemment toutes et tous conscience. Et le vétérinaire a évidemment une place primordiale à jouer dans ces actions. Je vous parlais ici de compétences spécifiques du vétérinaire. Il y a évidemment d'autres compétences qui sont essentielles pour un vétérinaire et il faut les avoir parfaitement en tête lorsqu'on s'engage dans ce métier. Le vétérinaire, il doit avoir tout d'abord dans ses compétences transversales des compétences pour travailler en entreprise. Parce que, y compris pour un vétérinaire qui fait du soin aux animaux, son travail quotidien, ce n'est pas que le soin aux animaux, c'est aussi des aspects économiques, administratifs, réglementaires, gestion de ressources humaines. Bref, le vétérinaire libéral installé, il doit gérer une entreprise. Il doit gérer une entreprise, s'intéresser à la croissance de son entreprise, s'intéresser au bien-être de ses employés. Donc tout ça, ce sont des éléments qui s'apprennent. Il n'y a pas forcément une connaissance innée de ce qu'est travailler en entreprise. Et ça fait bien sûr partie des choses qui doivent être enseignées pour être mieux comprises par nos étudiants. Un petit peu dans le même domaine, enfin, pas le même domaine, mais dans la même thématique, le fait de savoir communiquer. Il y a une trentaine d'années, on ne s'y intéressait pas complètement et on se disait ça s'apprend sur le tas et finalement, c'est peut-être pas l'essentiel du métier. Ce n'est plus du tout ce qui se passe à l'heure actuelle parce qu'on considère que communiquer, ça fait vraiment partie des compétences majeures pour le vétérinaire. Communiquer avec les propriétaires, communiquer avec les professionnels, le grand public, les politiques dont on parlait tout à l'heure. Tous ces éléments-là sont pour les vétérinaires une compétence majeure sur laquelle, là encore, on peut travailler pour apprendre à mieux communiquer. Et on en verra quelques exemples tout à l'heure, je vous montrerai dans les méthodes pédagogiques qu'on peut mettre en œuvre pour travailler ces compétences. Agir en scientifique, fondamental, parce que le vétérinaire, il se base sur des preuves scientifiques. Il se base sur de la recherche qui soit réelle et basée sur des preuves. Donc, en ayant mis en œuvre des protocoles de recherche validés par des pairs sur de la littérature scientifique. Donc ça, il faut évidemment apprendre à travailler dans ce contexte extrêmement encadré de la recherche. Et puis également, agir de manière responsable, parce qu'on a commencé à l'évoquer, le vétérinaire, c'est une profession réglementée, donc avec un certain nombre de responsabilités, qu'elles soient sanitaires, éthiques, sociétales. Et là encore, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler pendant les études de manière à être agile sur ces sujets-là lorsque l'on commence à travailler. Bon, alors comment on va essayer, comment nous, en tant qu'équipe pédagogique, on essaie de travailler pour obtenir de nos étudiants qu'ils soient à l'aise dans l'ensemble de ces compétences.
On va bien sûr dispenser des enseignements qui sont théoriques, hein. Alors théoriques en tout cas en essayant de limiter au maximum le nombre de cours magistraux, hein, avec le moins possible d'enseignements qui soient expositifs. On essaie de privilégier au maximum des enseignements pratiques, des enseignements cliniques, vous l'avez compris, puisque nos étudiants se forment au contact des animaux, au contact de cas cliniques réels, hein, apportés par des propriétaires et qui reçoivent des soins qui sont les mêmes que ceux qui peuvent être dispensés dans les cliniques. Nos enseignants vont donc avoir pour objectif de fournir le contenu pédagogique, de l'aide, un accompagnement. Mais ce qui est très important, c'est qu'on demande également à nos étudiants d'avoir une démarche proactive dans leurs apprentissages. C'est à eux aussi, hein, de s'assurer que les compétences sont bien acquises et à mettre en œuvre tous les supports qu'on peut mettre à leur disposition, alors qu'ils soient des cours, des éléments en présentiel, hein, des cours, des travaux pratiques, des travaux dirigés, mais également tout un tas de ressources, notamment numériques, que l'on met à leur disposition pour qu'ils se forment par eux-mêmes. C'est fondamental pour nous que les étudiants soient acteurs de leur formation, parce que, comme vous l'avez compris, cette formation, il faudra qu'ils la continuent tout au long de leur vie, hein, et ce n'est pas que pendant les études qu'il faut se former, c'est pour un vétérinaire, c'est toute sa vie, comme un médecin d'ailleurs, hein, avec évidemment des connaissances qui évoluent de jour en jour dans ces domaines. Donc une démarche qui est nécessairement collaborative entre l'équipe pédagogique et les étudiants, et je pense que nos étudiants en ont bien conscience. Voilà, donc comme je vous le disais, hein, des méthodes pédagogiques qui sont le plus possible actives, des disciplines qui parlent entre elles, des pédagogies de contraste, c'est-à-dire des objectifs d'apprentissage. Donc, les enseignants disent ce qui est attendu et les étudiants savent ce qu'on attend d'eux. Et des ressources pédagogiques le plus variées possible, notamment numériques, je vous le disais, hein, avec des plateformes qui sont mises à disposition pour cet accès donc à des contenus numériques qui peuvent être interactifs, qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être évidemment des contenus également déposés sur ces plateformes. Une importance également donnée à l'accompagnement de nos étudiants, par le biais notamment d'un système de tutorat. Chaque étudiant qui rentre dans l'école est affecté à un enseignant qui est son tuteur, hein, et donc son tuteur qui va le suivre pendant tout le tronc commun, donc jusqu'à la fin de la A5, voire la A6 d'ailleurs, hein, pour certains d'entre eux. Donc le même tuteur, alors sauf changement éventuel au cours du cursus qui pourrait se produire, mais normalement c'est le même tuteur pendant toute la durée de la scolarité, qui permet cet accompagnement en répondant aux questions, en se voyant régulièrement au cours de l'année, hein, des questions qui sont donc autour du projet professionnel, mais également éventuellement d'autres difficultés ou volonté de discuter de choses ensemble. Donc ça permet d'avoir des rencontres qui sont un peu plus informelles avec un enseignant dédié. C'est également l'occasion, ce système de tutorat, de discuter d'un projet personnel que l'étudiant doit valider tout au long de son cursus par la réalisation de stages, de formations complémentaires, d'actions d'engagement, que ces engagements soient citoyens, culturels, sportifs. Donc vous voyez, des domaines qui peuvent être assez variés, mais dans tous les cas, qui doivent avoir un lien avec les compétences visées, les compétences de notre référentiel. Donc, bon, évidemment, l'activité la plus fréquente, hein, c'est celle d'effectuer des stages. Donc tout l'intérêt, c'est que ça donne certaines latitudes sur le choix de ces stages. Donc à partir du moment où il y a une discussion avec l'enseignant tuteur, un étudiant qui a plus envie de s'orienter vers par exemple, la clinique équine, hein, le soin aux chevaux, aura l'occasion, plutôt que de faire un stage qui est imposé à tout le monde au même moment, de lui partir vers un stage plutôt dédié aux chevaux, alors que un autre étudiant la même année, lui, va plutôt choisir d'aller faire un stage dans une clinique animaux de compagnie, parce que son projet personnel à lui est plus orienté vers ce secteur-là. Donc une certaine latitude avec ça, mais par contre des choses qui sont évidemment, si le choix du stage est à la discrétion de l'étudiant, hein, la validation des crédits, par contre, est bien sûr obligatoire. Donc, des stages, bien sûr. Hein, des stages, bien sûr. Alors, l'autre
particularité, c'est que donc, dans les écoles vétérinaires, on va faire des soins aux animaux. On a évidemment affaire à des espèces vivantes, sensibles. Donc, il faut prendre le maximum de précautions. Alors, d'une part, pour être le plus éthique possible et éviter de toute douleur inutile à l'animal. Et d'autre part, donner progressivement confiance aux étudiants avant d'arriver sur l'animal vivant et de risquer d'avoir des gestes qui ne soient pas les meilleurs gestes pour l'animal. Ça passe par des apprentissages qui peuvent se faire avant de se faire sur l'animal vivant, sur des modèles inertes ou sur des mannequins. Des mannequins qui permettent de prendre, de s'habituer, de commencer à acquérir une certaine gestuelle avant de le faire sur l'animal vivant. Alors, vous voyez ici à droite, une étudiante qui est en train de s'entraîner à faire des injections sous-cutanées sur une peluche. Voilà, donc la peluche, si on rate l'injection sous-cutanée, c'est pas très grave, elle va pas avoir mal. Donc, il vaut mieux l'avoir fait 1 ou 2 fois sur la peluche avant de le faire sur l'animal vivant, de manière à être plus à l'aise lorsque ce geste est fait pour la première fois sur l'animal vivant. Autre exemple, mais je ne vous en cite que 2, mais il y a tout un tas d'ateliers qui sont créés comme ça dans ces salles de simulation. Autre exemple, vous voyez cette vache ici. C'est une vache qui est complètement en plastique. On peut s'entraîner ici à poser des licoles, mais surtout, on peut s'entraîner ici, si on regarde derrière la vache, à faire un vélage. Cette vache, elle a au-dessus du dos, il y a un capot, donc on met le veau à l'intérieur de l'abdomen. Et le veau qui se trouve à l'intérieur de l'abdomen, qui fait la taille réelle d'un veau avec le poids réel, mais qui par contre est complètement en plastique, et bien, permet de faire des simulations de vélage, y compris des vélages anormaux en mettant le veau dans une mauvaise position et en s'entraînant à réduire ce qu'on appelle une dystocie, ce mauvais positionnement de l'animal avant de faire le vélage. Donc vous voyez tout de suite tout l'intérêt de ce type de dispositif qui permet un entraînement progressif avant d'arriver en clinique. Autre élément dans les mises en situation simulées, je vous ai parlé tout à l'heure des compétences en communication. Dans le métier de vétérinaire, certes, il faut soigner, certes, il faut faire des diagnostics, traiter. Il faut aussi réussir à expliquer ce qu'on fait au propriétaire. Et ça, c'est quelque chose de très important qui n'est pas forcément inné pour tous les étudiants. Et donc, il y a un certain nombre de théories qui s'apprennent. Il faut s'exercer pour être à l'aise dans cet exercice-là. Et là, ce que vous voyez sur cette photo, c'est une étudiante ici à droite de la photo, devant un chien qui n'est qu'une peluche, et à gauche de la photo, un client, mais qui n'est pas vraiment un vrai client, parce que cette personne, c'est un acteur. C'est un acteur qui a un scénario et qui va jouer un certain nombre de situations qui peuvent être compliquées à gérer en termes de communication. Par exemple, un client difficile qui n'a pas compris le prix d'une facture, qui n'a pas compris que l'animal soit décédé à la suite d'une intervention qui ne s'est pas passée exactement comme prévu. Enfin, tout un tas de situations qui peuvent être difficiles à gérer. L'euthanasie d'un animal, par exemple, où l'accompagnement est extrêmement important en termes de communication. Donc, tout ceci peut être, avant de le faire en réel devant un vrai client, peut être préparé en amont par ces séances de TD en communication. En l'occurrence, là sur la photo, vous voyez que la vitre là qui est au fond de la salle, c'est une glace sans teint. Donc il y a des étudiants qui sont derrière la vitre et qui observent et qui vont pouvoir ensuite interagir avec les gens qui ont été mis en situation de manière à progresser ensemble sur ce type de problématique. Situation simulée. Alors évidemment, situation simulée, ce n'est qu'une préparation parce que ce qu'on enseigne dans les écoles, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est des mises en situation réelles qui se font dans nos hôpitaux. Donc, je vous l'ai dit, on verra quelques photos de nos hôpitaux dans tous les secteurs. Animaux de compagnie, chevaux, animaux de production, faune sauvage. Et tout ça, c'est bien sûr disponible à Alfort. En formation extramurale, parce qu'on va emmener nos étudiants, notamment sur tout ce qui concerne les animaux de production, dans les élevages. On ne reste pas au milieu de la région parisienne pour aller visiter des troupeaux d'élevage. Donc évidemment, on a des flottes de voitures qui nous permettent d'aller visiter des élevages à l'extérieur de l'école, à proximité.
En milieu professionnel également, puisque, vous l'avez compris, il y a tout un tas de stages également qui sont organisés chez des vétérinaires, en complément de ce qu'on peut voir dans nos centres hospitaliers. Alors, quelques photos de ces centres hospitaliers. Vous voyez ici en haut à droite, ça c'est l'hôpital des animaux de compagnie qui se trouve à l'entrée de l'école. Et je vous disais, donc en gros, 30 000 animaux vus tous les ans, animaux de compagnie qui sont amenés par des clients. Pour le gros avantage de l'école d'Alfort, là, pour ce domaine animaux de compagnie, c'est qu'on est bien sûr dans une très grande métropole où le nombre d'animaux qu'on peut voir dans cet hôpital est probablement le plus grand nombre d'animaux vus dans une école vétérinaire en Europe. C'est vraiment un énorme flux de cas qui sont emmenés non seulement pour de la première intention, donc des cas simples, mais également pour des cas référés, c'est-à-dire des vétérinaires qui envoient ces animaux dans notre hôpital, l'école d'Alfort, parce que nos enseignants-chercheurs sont des spécialistes dans chaque domaine et donc peuvent amener des avis médicaux beaucoup plus précis que ce qui peut être fait chez le vétérinaire, grâce notamment à leur expérience clinique d'une part, mais également au matériel médical qui peut être mis à disposition et acheté dans notre hôpital. Alors, le principe, il est simple. Vous voyez, si on regarde là une photo de dessus, dans l'hôpital, il y a un grand hall comme ça, et il y a des salles qui sont, alors il y a une salle d'attente ici, et puis vous avez ensuite une salle de pré-consultation, donc les étudiants, voilà, 2 étudiantes ici, qui ont fait venir un client avec son animal dans cette salle de pré-consultation, et les étudiants vont faire toute la consultation. Ils vont faire l'examen clinique, ils vont préparer leurs hypothèses diagnostiques. Puis une fois qu'ils ont préparé tout ça, ils vont partir dans la suite de l'hôpital et aller dans des petits amphithéâtres comme ça, où vous avez un clinicien auquel les étudiants vont présenter le cas. Et donc, ce clinicien va lui-même prendre des décisions, accompagner les étudiants dans les décisions à prendre et les examens complémentaires à réaliser. Chaque étudiant ensuite emmenant le chien dans ces différents endroits, par exemple en imagerie, faire une prise de sang, etc., pour compléter ensuite le diagnostic et avoir une conclusion finale réalisée avec l'enseignant clinicien. Donc, vous voyez un peu le même principe que dans les hôpitaux humains. Donc, les étudiants sont complètement impliqués dans cette démarche. Même principe chez les animaux de production. Vous retrouvez ici là, le bâtiment de Nocar, donc tout ce U là qui est organisé là-bas dans le fond, c'est toutes les étapes qui ont été réaménagées, réhabilitées. Donc des bâtiments qui ont conservé les façades historiques mais sont complètement neufs à l'intérieur. De même que cette partie centrale dont je vous parlais, qui est une zone où on peut faire des chirurgies sur les animaux de production avec des étudiants qui peuvent assister à ces chirurgies depuis cet amphithéâtre connecté. Des visites sur le terrain, évidemment, animaux de production, et puis, bien sûr, dans ce secteur-là, animaux de production, tout ce qui concerne également la santé publique vétérinaire, et notamment ce qui se passe pour l'hygiène et la qualité des denrées alimentaires. Hôpitaux des animaux, des équidés, chevaux. Alors, à ce jour, on a la partie médecine et chirurgie qui se fait toujours sur le site d'Alfort, mais elle va bientôt être rapatriée également sur le site normand. La photo que vous voyez ici, c'est le site du CIRAL. Donc, on voit ici à gauche un grand manège. On a ici l'endroit où les chevaux, vous voyez des ronds, des lignes droites sur lesquelles les chevaux sont vus pour faire des diagnostics locomoteurs. Vous voyez ça sur la photo de droite, là, le cheval qui se déplace devant un groupe d'étudiants pour visualiser ses problèmes locomoteurs. Et puis dans ces bâtiments, des techniques d'imagerie de pointe, alors des techniques classiques, la radiographie, l'échographie, mais également des techniques d'imagerie dites très avancées, avec des IRM, des scanners qui sont disposés dans ces locaux et qui permettent de faire des diagnostics extrêmement précis chez le cheval. Voilà, dans ces mêmes bâtiments, allez, je vous montre également ces images-là. Vous voyez, on a également des centres de réhabilitation pour les chevaux. Donc, après les diagnostics de problèmes locomoteurs, on a également des moyens de réhabilitation sportive pour les traiter, notamment cette grande piscine que vous voyez ici, dans laquelle les chevaux peuvent être amenés à s'entraîner lorsqu'ils ont des problèmes locomoteurs, que
c'est comme chez l'homme, hein, lorsqu'on s'entraîne en piscine, ça permet de conserver une certaine musculature en sollicitant moins l'appareil locomoteur. Bon, alors 3 hôpitaux, un 4e hôpital faune sauvage. Les nouveaux animaux de compagnie sont vus dans les rotations dans l'hôpital, dans le grand hôpital Chuva, hein, hôpital animaux de compagnie. Il y a une rotation dédiée pour les nouveaux animaux de compagnie. La faune sauvage, c'est un hôpital un peu différent, c'est celui dans lequel des animaux, comme son nom l'indique, issus de la faune sauvage, donc trouvés par des personnes sur la voie publique, sont ramenés à l'école pour être soignés, hein, là évidemment de façon complètement bénévole. Et il y a évidemment dans ces activités-là intégration des étudiants qui, dès les premières années de l'école, peuvent faire valoir des crédits de projet personnels, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour participer à ces activités de soins à la faune sauvage. Bon, tout ça, c'était dans nos hôpitaux. Vous avez compris qu'il y avait également une mise en situation chez les vétérinaires. C'est très important de voir la pratique, pas exclusivement dans nos contextes hospitaliers, mais également chez les vétérinaires. Et pas que d'ailleurs, puisque dès la 2e année, nos étudiants partent en stage dans des exploitations laitières, de manière à voir concrètement comment se passe la vie d'un éleveur, hein, et ce que c'est que le travail d'un éleveur. Dans le même ordre d'idée, il y a également un stage obligatoire en abattoir, extrêmement important, vous l'avez compris. Hein, si on veut être défenseur du bien-être animal en tant que vétérinaire, il est indispensable que l'on soit acteur dans les abattoirs pour comprendre ce qui s'y passe et pouvoir réguler ce qui s'y passe. Des stages également en clinique rurale en 5e année, et puis dans chacune des dominantes de 6e année, que ce soit animaux de compagnie, équidés ou animaux de production, là encore, hein, des périodes de stage qui sont organisées chez les praticiens de manière à lier ce qui est vu dans nos hôpitaux universitaires et ce qui peut se faire sur le terrain. Tout ceci est organisé selon un qu'on qualifie de continuum pédagogique, c'est-à-dire que, évidemment, en arrivant en première ou en 2e année, première année pour les post-bac, 2e année pour les autres voies de concours, il y a d'abord des notions un peu fondamentales, hein, à acquérir, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir les animaux dès la 2e année, hein, parce qu'en 2e année, on va commencer à s'intéresser à des problématiques de contention des animaux, comment on aborde les animaux, comment on les maintient, hein, lorsqu'on veut faire un examen clinique, par exemple. Et ces notions d'abord de contention, ça passe d'abord par des bases fondamentales. Les bases fondamentales, c'est l'éthologie, c'est la compréhension du comportement des animaux. C'est en comprenant leur comportement qu'on va être capable de mieux les aborder et les aborder en respectant leur bien-être. Il y aura des notions théoriques, mais il va y avoir dès la 2e année des applications sur les terrains avec par ailleurs un premier accès à nos hôpitaux, où ces thématiques-là pourront être abordées. En 3e année, on va être très axé sur la propédeutique médicale, commencer à comprendre quelle est la façon de réaliser un examen diagnostique, hein, et donc observer des signes. En 4e année, on va être très axé sur des gestes techniques, des soins infirmiers. Donc là, on va mettre beaucoup en œuvre la plateforme de simulation, et pas que. Hein, il y a la plateforme de simulation d'une part, mais en parallèle de ça, il y a également un accès aux hôpitaux, dans les rotations cliniques au sein des hôpitaux, de manière à commencer à mettre en œuvre ces gestes techniques. Les années qui suivent, il faut essayer d'avoir acquis les gestes techniques pour se consacrer quasiment exclusivement au raisonnement. Une fois qu'on sait faire les gestes, ce qui compte surtout, c'est de savoir raisonner. Et donc de mener une démarche diagnostique. Et c'est vraiment l'objectif de nos années d'immersion clinique en 5e année. Hein, je vous l'ai dit, animaux de compagnie, un semestre, grands animaux, animaux de production et chevaux, le 2e semestre. Donc ça, c'est le raisonnement clinique qu'il faut acquérir à ce moment-là, juste avant le diplôme DEFV, des diplômes d'études fondamentales vétérinaires, et le choix de la dominante d'approfondissement en A6. En quelques mots, cette dominante d'approfondissement, je vous l'ai évoqué, hein, c'est les principales voies et celles que les étudiants choisissent en priorité, ce sont celles des
des voies cliniques, avec un choix animaux de compagnie, équidés ou animaux de production. Alors, non seulement un choix en termes d'espèces, également un choix en termes d'école, parce qu'en 6e année, il est tout à fait possible pour un étudiant alforien de choisir d'aller faire une dominante, donc une 6e année, dans une des 3 autres écoles vétérinaires, donc Lyon, Nantes ou Toulouse. Et à l'inverse, les étudiants nantais, toulousains ou lyonnais peuvent venir à Alfort pour leur 6e année. Donc il y a des échanges entre les écoles au niveau de cette 6e année. Deuxième voie, c'est la voie de la... Enfin, 4e voie, puisqu'il y a une voie pour chacune des 3 dominantes que je viens de citer ici. 4e voie, la recherche. Certains étudiants choisissent de faire des masters pendant cette 6e année, dans une unité de recherche de l'école, mais pas exclusivement, ça peut également être ailleurs, dans d'autres universités. La voie de l'industrie, qui souvent est organisée avec des doubles cursus, avec des écoles de commerce, ESSEC, HEC, pour des étudiants qui, par exemple, s'orientent vers des cursus en direction des laboratoires pharmaceutiques. Ce n'est qu'un exemple. Et puis enfin, la voie de la santé publique vétérinaire, qui se fait le plus souvent en intégrant l'École nationale des services vétérinaires, qui se trouve à Lyon, à côté de l'École vétérinaire de Lyon, même dans le même campus, et qui permet de former au métier d'inspecteur de la santé publique vétérinaire. Dans tous ces éléments-là, sur tout notre cursus, il y a une chose essentielle pour nous qui est d'essayer de s'améliorer en permanence, avec des évaluations systématiques de nos enseignements et de nos examens par les étudiants. L'idée étant que ces évaluations, donc ces retours que nous font les étudiants, servent à changer les choses, à les faire évoluer de manière à les améliorer. Ceci étant évidemment l'objet des audits réguliers par les organismes d'accréditation. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'A3EV, Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire. Vous vous souvenez, c'est avec eux qu'on a défini les Day-1 Competencies, les Day-1 Skills. Cette agence-là s'assure que toutes les écoles vétérinaires qui forment des diplômés à l'échelle européenne arrivent tous un peu au même niveau. Donc, c'est elle qui accrédite ces écoles. Évidemment, l'école d'Alfort est entièrement accréditée par cette association, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les écoles vétérinaires en Europe. L'école d'Alfort est par ailleurs accréditée par le HCERES, au Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui est l'organisme d'accréditation de toutes les universités en France. Donc évidemment, on en fait partie. Bon, je vous ai parlé essentiellement je vous ai parlé jusque-là de formation initiale. On arrive donc à la fin de la 6e année, à la validation de cette 6e année, à une soutenance de thèse vétérinaire, et c'est ça qui donne le diplôme d'état de docteur vétérinaire. À la suite de cette formation initiale, certains étudiants, mais ce n'est pas obligatoire, choisissent de prolonger leur formation, notamment par des internats. Internat qui est une année de formation complémentaire, une seule année, à plein temps, dans nos hôpitaux, et en choisissant un des domaines suivants, c'est-à-dire clinique animaux de compagnie, clinique des équidés, clinique des animaux de production. Ce qui conduit à un diplôme national d'interne, et qui est un diplôme donc partagé à 4 écoles vétérinaires. Le concours est commun pour se présenter à l'internat, et c'est en fonction de l'ordre des résultats à ce concours que l'école est choisie. Donc on peut très bien aller faire un internat dans une autre école vétérinaire que celle d'origine. À la suite de l'internat, et là on a de moins en moins, c'est bien de plus en plus spécialisé. Là on peut rentrer dans ce qu'on appelle des résidanats. Résidanat, c'est 3 ans de formation. Jusque-là, vous voyez que le choix qui a été fait, c'était un choix d'espèce. Sur le résidanat, on va aller sur un choix de spécialisation médicale, de domaine médical. Donc, il peut y avoir des résidanats de médecine interne, de chirurgie, de neurologie, d'ophtalmologie, etc. Donc, vous voyez que là, on arrive sur quelque chose qui est plus équivalent à ce que vous connaissez de la médecine humaine. Mais évidemment, la différence sur la médecine vétérinaire, c'est que avant de faire cette spécialité de discipline, il faut déjà choisir une espèce.
Le plus souvent, ces résidentiats débouchent sur ce qu'on appelle des boards européens, c'est-à-dire des collèges, donc des collèges de spécialistes qui délivrent ces diplômes et qui permettent d'obtenir le titre de spécialiste. Comme je l'évoquais, la formation ne s'arrête pas à l'école. Un vétérinaire, ça se forme tout au long de sa vie. Il y a également organisé dans l'école des formations continues, donc post-universitaires, avec des diplômes d'école, mais également des formations qualifiantes sur lesquelles les vétérinaires peuvent venir se former, soit sur quelques jours, avec des conférences dédiées à un sujet, soit sur plusieurs mois, voire années, lorsqu'on organise des diplômes d'école. Alors, je pense que il est déjà 14h08. Je souhaite qu'on ait un petit temps possible de questions-réponses. Donc, je vais conclure mon discours. Vous voyez qu'on on a une école qui est ancrée dans un riche héritage historique, avec son site historique qui n'a pas changé depuis plusieurs siècles, mais qui néanmoins est évidemment en constant renouvellement. Je vous ai montré tout à l'heure l'Agora, donc ce grand dispositif d'enseignement qui est en train d'être bâti, qui est quasiment finalisé, qui va être livré au printemps prochain. On a également un très gros projet sur notre site normand, où toutes les activités de médecine et de chirurgie du cheval vont également être réalisées en Normandie. Donc, c'était pour l'instant sur Alfort. Et on va regrouper toutes les activités dédiées au cheval en Normandie. Donc, non seulement l'appareil locomoteur, mais également la médecine et la chirurgie, donc les blocs opératoires, les écuries d'hospitalisation. Tout va être regroupé sur ce même site, avec un très beau projet qui est en train d'être finalisé, donc qui va être construit dans les 2 à 3 ans à venir. Tout ceci pour une formation la plus complète, la plus polyvalente possible. Vous l'avez compris, vétérinaire, c'est plein de missions, donc il faut être capable de gérer cette polyvalence. Donc, par ce continuum pédagogique que je vous ai montré, on se spécialise petit à petit, on progresse vers la clinique par des étapes. Avec des parcours qui sont personnalisés, en tout cas pour tout ce qui concerne les projets personnels et professionnels, et un accompagnement le plus individualisé possible avec l'accompagnement d'enseignants-tuteurs. Tout ceci en essayant de le lier avec une harmonie avec la vie étudiante, une étudiante qui est très active sur notre campus. C'est pas moi qui vais vous la décrire, je pense, aujourd'hui, et je crois que vous aurez l'occasion, si vous discutez avec nos étudiants, de pouvoir l'apprécier de façon concrète. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et bien écoutez, je vous propose qu'on entame une séance de questions-réponses peut-être sur la base de ce qui a été un peu écrit sur le chat. Est-ce que Mathilde, tu veux essayer de me synthétiser quelques questions? Alors, il y a une question sur à partir de quelle année vraiment de formation vétérinaire on commence à participer aux soins des animaux dans les hôpitaux? Alors, aux soins des animaux, ça dépend ce qu'on entend par soins des animaux. Parce que pour moi, comme je l'ai marqué là sur la diapositive, en 2e année, on va commencer à aller dans les hôpitaux pour participer à la contention des animaux ou à toute l'activité qui va être l'activité logistique autour de l'animal. On ne peut pas faire un soin à l'animal sans savoir le contenir. Donc pour moi, participer à l'activité de soins, c'est dès la 2e année. Après, si l'idée c'est de dire dans quelle année on est suffisamment mature pour poser un diagnostic et proposer une démarche thérapeutique, là c'est plus tard. Là c'est la 5e année par exemple. Mais néanmoins, avant d'arriver à cette démarche diagnostique et à proposer un protocole thérapeutique, il y a tout un tas d'étapes dans lesquelles les étudiants sont intégrés dès le début du cursus. Néanmoins, évidemment, ce volume de présence dans les cliniques, il va aller crescendo du début du cursus à la fin du cursus. Vous avez compris, 5e année, c'est 100% dans les cliniques. 1re année, évidemment, on est quand même plus dans les amphis et dans les salles de TDTP. Alors du coup, après, il y avait le diplôme final est-il le même si nous faisons 6 ans d'études en Roumanie ou en Belgique? Oui, la réponse est oui. Alors, c'est pas un problème de durée d'études, c'est pas le nombre d'années qui compte, c'est le fait que le diplôme soit reconnu dans l'État membre.
Donc, à partir du moment où un diplôme de vétérinaire est reconnu dans un État membre de l'Union européenne, il est reconnu dans toute l'Europe. Ça, c'est le postulat de base. Après, il y a certaines écoles qui ne sont pas accréditées par la 3EV et qui pourtant délivrent un diplôme. Ces diplômes-là, même s'ils sont reconnus, ils n'ont pas la même valeur que les autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Si pour certains d'entre vous, vous choisissez d'aller faire des études dans un autre pays européen, de vérifier que l'endroit où vous allez faire ces études est bien une faculté qui est accréditée par la 3EV, c'est extrêmement important. Alors ensuite, il y avait une question, combien d'étudiants par promotion? Combien d'étudiants par promotion? 160. 160 avec une volonté affichée politique d'essayer d'augmenter la taille de ces promotions, mais qui, bien sûr, doit aller avec des augmentations de moyens en termes de nombre d'enseignants et de capacité d'accueil des salles de cours. Globalement, si on s'intéresse un peu à la démographie vétérinaire, le nombre de vétérinaires en France, on s'aperçoit que les écoles françaises n'en forment pas assez. Raison pour laquelle, d'ailleurs, un grand nombre d'entre eux partent à l'étranger se former. Donc, la volonté politique, elle est clairement d'essayer de compenser ça et donc d'augmenter le nombre de places disponibles en France. Mais à ce jour, c'est 160. Ensuite, si nous accédons à la première année par le concours post-bac, mais nous ne réussissons pas le concours pour entrer en école vétérinaire, que pouvons-nous faire en comparaison à une prépa BCPST qui offre plusieurs voies? Alors, en fait, alors oui, pour être très clair là-dessus, le concours qui va se... Ah oui, alors là, il y a un vrai truc qu'il faut absolument avoir compris. Le concours post-bac, il a lieu l'année de terminale. Il a lieu au moment de la sélection Parcoursup. Donc, si vous n'êtes pas sélectionné via Parcoursup pour rentrer dans la première année commune, bah, vous prenez le vœu suivant sur Parcoursup, hein, tout simplement. Il n'y a pas de concours à la fin de la première année commune dans les ENV. Il n'y a pas de concours entre la première et la deuxième année. Là, c'est des examens. Il faut réussir ces examens, mais comme dans toutes les fins d'année d'études, il faut réussir son examen pour passer à l'année supérieure. Mais il n'y a pas de concours organisé entre la première et la deuxième année. Est-ce que ça répond bien à la question, ça? Est-ce que c'était bien ça l'ambiguïté? Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est important ça, d'avoir bien compris ça. Le concours, il est pendant l'année terminale. Si on n'a pas eu le concours post-bac pendant l'année terminale, ben on prend le vœu suivant sur Parcoursup, tout simplement. Ensuite, si on échoue au concours 2 fois, est-il possible de faire ses études à l'étranger et que le diplôme soit valide en France? Oui, la réponse est oui. Là, je ne peux pas être plus clair, là. Je n'ai pas besoin de commenter plus, c'est vrai. L'âge est-il un critère discriminant pour entrer en ENV, notamment par la voie B? Discriminant? Non, certainement pas. Non, certainement pas. Non, on ne va évidemment pas faire de sélection sur l'âge. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement, pour le coup, des études qui sont raisonnablement longues. C'est-à-dire que, pour vous expliquer un peu le contexte, quand on prend nos voies classiques, là, qui sont les voies A, les voies B, les voies C, on s'aperçoit que nos étudiants, avant de rentrer dans les écoles, alors ce qui se passait avant le post-bac, là, avant de rentrer dans les écoles, il y avait au moins 2, si ce n'est 3 ans, voire 4, avant de commencer à rentrer dans une école où ensuite on enchaînait avec 5 ans d'études. Donc on se retrouvait avec des études qui pouvaient faire entre 8, voire 9 ans au total pour devenir vétérinaire. Ce qui, quand on compare aux autres facultés vétérinaires en Europe, est extrêmement long, parce qu'en Europe, la moyenne, c'est 6 ans, les études vétérinaires. Donc, c'est tout l'objectif de notre nouvelle voie d'accès post-bac, que d'essayer de faire en sorte de réduire la durée des études vétérinaires, notamment en essayant de diminuer un peu la durée de ce qui se passe avant d'entrer dans les écoles. Parce que toutes nos agences d'accréditation dont je vous parle ici, elles, ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe dans les écoles, pas ce que nos étudiants ont fait avant. Donc c'était très important, c'est de réduire ça. Ça ne veut pas dire que pour les autres voies, sous cette volonté de diminuer la durée, on va discriminer pour des étudiants plus âgés. Non, ce n'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut juste faire, c'est mettre en place des dispositifs qui permettent aux étudiants de rentrer plutôt dans l'école. Mais on ne discrimine pas les plus vieux. Ensuite, est-ce que le système de tutorat avec le projet professionnel est propre à l'ENVA?
Alors, c'est une bonne question, ça. Alors, je ne sais pas trop. Non, je ne sais pas répondre pour les autres écoles. Eh ben, j'ai la question aussi, je me suis posé la même que toi et je crois qu'il n'y a que nous quand même dans ce format-là. Non, mais, voilà. Effectivement, je n'ai pas la réponse exacte. Je ne veux pas dire de bêtises. Ok. Ensuite, est-ce que les mises en situation sont présentes dans chaque école vétérinaire de France? Alors, mise en situation clinique dans des hôpitaux, oui. Toutes les écoles vétérinaires françaises ont des hôpitaux. Et dans les 3 espèces. Mais c'est une exigence de la 3EV, là encore ça. Donc, que les écoles vétérinaires soient et leurs hôpitaux pour exposer les étudiants au cas. Sur les mises en situation simulées, alors on a été assez précurseur avec Nantes, donc on est les premiers là, à mettre en place les salles de simulation. Lyon et Toulouse nous suivent, mais ils ont aussi une salle de simulation un petit peu plus petite à l'heure actuelle, mais qui va, voilà, on est dans la même tendance. On est peut-être aussi, alors non, on est sur les simulations en communication. Là, c'est plutôt Nantes qui avait pris un peu d'avance sur nous, et puis on les a rattrapés, on est à peu près au même niveau. Je ne saurais pas exactement dire ce qui se passe à Lyon et Toulouse sur ces simulations de communication. Bon, mais dans tous les cas, les compétences à atteindre, vous voyez que le référentiel, il est commun. Donc, même si on ne passe pas tous exactement par les mêmes méthodes pédagogiques, au final, on s'assure qu'on a mis tout en œuvre pour obtenir les mêmes compétences. C'est ça notre credo. Alors, il y a une question sur l'engagement sportif et caritatif qui demande s'il y a des partenariats avec des associations, notamment la SPA. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a un système de mentorat entre étudiants? Alors, oui, deux très bonnes questions. Alors, sur la SPA, il y a un dispositif très intéressant qui est en fait la possibilité pour nos étudiants de participer à des activités au sein d'un dispensaire, donc qui se trouve à proximité de l'école, encadrés par des vétérinaires, donc des vétérinaires praticiens qui participent, qui viennent faire des soins aux animaux de personnes défavorisées et auxquels nos étudiants peuvent se joindre. Donc ça, ce partenariat, il a été formalisé et ça a démarré assez récemment. Il y avait ce type d'activité il y a une dizaine d'années. Il y a eu une petite période voilà, où ça s'est arrêté. Et là, ça a redémarré l'année dernière et c'est quelque chose qui est en plein essor. Donc ça, la réponse est oui. Le mentorat entre étudiants. Alors là, je laisserai un peu la parole aux étudiants, mais il y a un accompagnement au moment où les étudiants arrivent dans l'école avec une semaine d'accueil qui est organisée par les étudiants, qui crée des liens extrêmement forts entre les promotions. Et on en arrive à avoir des mariages entre les étudiants de première année. Enfin, je caricature bien sûr, mais c'est la réalité. On a des étudiants qui créent des liens extrêmement forts entre les promotions grâce à ce système d'accueil qui est un événement majeur de l'école. Donc ça, c'est vrai entre les 5e années et les 2e années. Deuxième année, quand tout le monde se retrouve au même moment. Les 160 arrivent dans l'école, qu'ils soient venus par la voie post-bac ou qu'ils arrivent par les autres voies. Donc ça, c'est un premier élément. Je pense qu'on ne l'appelle pas mentorat, mais évidemment, ça crée un accompagnement qui est très fort. Et puis, on met également en place, là, si on parle plus spécifiquement de mentorat, également des liens avec des vétérinaires installés. Donc là, il y a des initiatives qui sont en train de se créer pour que dans l'école, il y ait déjà un accompagnement entre les vétérinaires installés qui souhaitent se joindre à la démarche et les étudiants pour les aider à démarrer leur vie professionnelle. Là, pour le coup, on est vraiment sur ce qu'on peut qualifier de mentorat. Ouais. Ensuite, il y a une question sur les stages lors de l'A1. Est-ce qu'il peut y en avoir ou pas? Alors, en A1, oui, il y a un stage obligatoire en clinique vétérinaire. Toujours le même enjeu, bien comprendre ce qu'est le métier, bien comprendre ses intérêts qui sont évidents, mais aussi ses éventuelles difficultés, ses contraintes,
qu'on appelle la permanence de soins, c'est-à-dire réaliser des gardes pour. Alors je ne dis pas que les étudiants vont faire des gardes, je dis juste de comprendre le milieu, hein, et de se faire une vision la plus juste possible de ce qu'est le métier de vétérinaire. Nous, c'est très important que ça soit quelque chose qui s'ancre dans les esprits assez rapidement. On peut avoir des fois entre la vocation de devenir vétérinaire et la réalité du métier, des petites désillusions. Donc, c'est très important de bien se renseigner sur ce qu'est le métier de vétérinaire pour éviter cette désillusion. Voilà. Notamment, un truc qu'on voit très souvent, c'est des étudiants qui arrivent en début de cursus en nous disant moi, la seule chose que je veux faire, c'est soigner la faune sauvage. Alors certes, ça donne envie, il y a plein de séries à la télé qui donnent envie de faire ça, on voit les vétérinaires dans les zoos, etc. Mais ce métier-là, en fait, vous comprenez facilement que c'est quelque chose qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de place dans ces métiers et c'est pas l'essentiel du métier de vétérinaire. Donc cette compréhension des enjeux et des places disponibles aussi est importante à avoir le plus précocement possible, voire même avant même de rentrer en école. Il faut réussir à comprendre ce qu'est le métier avant de s'y engager. Ensuite, une question sur les différents clubs d'étudiants existants à Alfort, notamment oui, pour mais c'est pour toi ça, Mathilde. C'est toi qui réponds. Dans ce cas, oui, il y en a énormément. Pour les animaux de production, il y a le GTV, du coup. C'est les groupements techniques vétérinaires qui permettent de faire des travaux pratiques et d'autres choses. Notamment beaucoup de conférences. On a aussi pour les animaux de compagnie, pour les NAC. Enfin, il y a vraiment beaucoup de clubs sur ça. Et puis aussi des clubs sportifs. Donc ça, c'est à découvrir après, quoi. Voilà, donc tout ça étant organisé, merci Mathilde pour ta réponse, organisé au niveau d'une association que les étudiants appellent le Cercle des élèves, qui a un bureau des élèves, c'est un BDE, et qui gère tout un tas d'activités, donc plein de choses, et pas que sportif, musical, etc., etc., etc. Donc oui, vie étudiante assez riche. Alors ensuite, d'après un article du SCAV, les étudiants ayant raté le concours post-bac en 2021 auraient droit à une 3e chance. Est-ce que c'est confirmé? Ah non, là il y a alors ce qui est confirmé, c'est pas les étudiants post-bac, c'est les étudiants en BCPST. Les étudiants en BCPST, donc qui ont raté 2 fois le concours en 5,5, peuvent le passer une 3e fois, ce qui est exceptionnel puisque normalement il n'y avait que deux possibilités de passage. Donc ça c'est acté. Mais c'est pour les BCPST, pas pour les post-bac. Parce que de toute façon, pour le post-bac, il n'y a qu'une seule possibilité, puisque le concours post-bac ne peut être passé que l'année de terminale. Ensuite, quelle est la spécificité de l'École nationale vétérinaire d'Alfort par rapport aux autres écoles vétérinaires? C'est la meilleure. C'est une boutade, évidemment. Mais ce n'est pas complètement faux. Il faut être fier de son école. Spécificité, elle est quand même dans une région qui est extrêmement dense du point de vue du nombre d'animaux de compagnie, donc chiens et chats, évidemment. Donc là, par rapport aux autres écoles, l'hôpital animaux de compagnie, il a un nombre de cas qui est supérieur parce que juste il draine une clientèle qui est plus large. Donc ça, c'est une évidence. Il y a aussi le fait qu'étant en région parisienne, il y a des liens avec un tissu scientifique et universitaire qui est extrêmement fort parce qu'évidemment, la densité d'enseignement supérieur dans la région parisienne est extrêmement importante. Donc, ça crée énormément d'interactions. Et puis, je réinsiste aussi quand même sur le centre équin là, au CIRAL en Normandie, qui est quand même une des pépites de l'école, avec des techniques d'imagerie qui sont spécifiques à Alfort. Voilà. Mais je le redis encore une fois, le niveau obtenu à la fin des études, il est le même dans toutes les écoles. Après, effectivement, il y a des spécificités qui peuvent peut-être être réfléchies en fonction des spécialités qui voudraient être envisagées après. Mais sur l'obtention du diplôme lui-même, c'est pareil partout. Et sachant qu'après, il y a des mobilités faciles entre les écoles. Donc, le choix d'une école ne détermine pas le fait qu'après,
vous ne pourrez faire que de la rurale, ou vous ne pourrez faire que des animaux de compagnie, ou vous ne pourrez faire que du cheval. Ce n'est pas vrai du tout. Alors ensuite, il y a une question, comment les internats privés s'organisent-ils et quelle différence y a-t-il avec un internat d'école? Ouais, alors déjà leur nom, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler internat, c'est des internships. Cette petite différence sémantique étant dite, la grosse différence, c'est que les internats privés, il n'y a pas de diplôme. L'internat privé, c'est juste voilà, un accompagnement à la sortie de l'école des étudiants en les payant voilà, peu, pour être honnête, et sans diplôme à la fin. Donc voilà, pas de commentaires supplémentaires. Ouais. Ensuite, y a-t-il un internat pour loger les étudiants sur l'école? Alors, il y a une résidence étudiante qui, alors Catherine me redira le nombre de places exact, mais en gros, on est à 400 places, 400 chambres, donc qui sont en fait, les résidences n'appartiennent pas directement à l'école. L'école loue ses résidences à un organisme qui s'appelle Maison Alfort Habitat, c'est des logements sociaux. Et ensuite, l'école sous-loue ses résidences aux étudiants. Hein, donc voilà, c'est organisé en interne. Et effectivement, c'est sur le site, c'est dans le campus. 400 places, alors qu'on a 800 étudiants, donc tout le monde n'a pas de place néanmoins dans ses résidences. Mais 400 places sur 800 en région parisienne, on est déjà extrêmement privilégié par rapport à tout ce qu'on peut voir autour de nous. Alors, j'ai encore beaucoup d'autres questions, mais il Oui. est quasiment 30, donc... Donc, il faut qu'on enchaîne. Oui, je pense que vous avez une deuxième conférence à 14h30. Alors mais à 14h30, c'est Catherine qui va la faire. D'accord, éventuellement... alors si vous voulez, on peut continuer, moi, c'est pas un souci. Ah bah alors, on fait comme ça. Catherine, toi, ça te va? Elle est là, Catherine, ou elle est déjà partie du coup? Non, elle est peut-être déjà partie. D'accord. Non, mais je pense qu'elle est déjà partie, donc écoute, on peut continuer. Okay. Alors, on y va. Est-il obligatoire de faire une année d'internat avant de faire la formation diplômante en faune sauvage? Alors, la formation diplômante en faune sauvage, il me semble que c'est un diplôme d'école dont on parle là. Je ne sais pas exactement quelle est la question, mais donc oui, il y a un diplôme d'école en faune sauvage et c'est pas du tout obligatoire d'avoir fait un internat avant. De toute façon, à ce jour, il n'y a pas d'internat vers la faune sauvage. Je dis à ce jour parce que c'est des choses qui se discutent, mais encore une fois, cette spécialisation vers la faune sauvage, elle concerne assez peu de vétérinaires et donc elle est évidemment un peu plus difficile à mettre en place. Alors ensuite, quel est l'emploi du temps classique d'un élève à l'ENVA? Combien d'heures par semaine? Alors, emploi du temps classique, on a des matinées qui sont consacrées aux travaux pratiques, travaux dirigés. L'emploi du temps théorique, c'est d'avoir 4 heures de TDTP les matinées et puis 2 heures de cours magistraux en début d'après-midi, donc de 4 heures à 16 heures. Sachant que toutes les semaines ne sont pas du tout faites sur le même format, donc ce n'est pas du tout un emploi du temps de lycée. Et il peut y avoir des créneaux qui sont libérés au sein de cet emploi du temps. En gros, on est sur 25 heures de présentiel à peu près par semaine. L'idée, c'est que c'est pas en présentiel qu'on apprend le plus. Là où on est efficace et où on apprend, c'est chez soi, en reprenant évidemment ce qui a été vu avec l'enseignant, mais surtout en préparant ce qui va être vu avec l'enseignant. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Que des supports qui sont mis à disposition des étudiants, que les étudiants doivent travailler avant de mettre à profit des séances de questions-réponses avec les enseignants pendant les TD. Donc voilà, on inverse un petit peu les choses par rapport au lycée. Non, c'est pas... on vous dit des choses et après vous travaillez, c'est vous qui travaillez et puis après on en discute ensemble. Ça, c'est la philosophie globale, même si évidemment tout n'est pas exactement comme ça. Alors ensuite, la voie post-bac est-elle ouverte à tous les types de bacs ou seulement aux bacs généraux? Alors seulement bac généraux. Voilà. Ensuite, le niveau d'anglais demandé à l'entrée dans l'école et à la sortie est-il B1, B2 ou...
Quel est le niveau exact demandé? Alors, niveau à l'entrée, ce qui est demandé, c'est un concours. Hein, donc, évidemment, meilleur on est, et meilleure est la note, et donc ça influe sur le classement. Hein. Donc là, il y a pas, je peux pas dire un niveau comme un niveau d'examen. C'est forcément une comparaison des étudiants entre eux. Si on parle des voies A et B maintenant, je crois qu'il inclut également une épreuve d'anglais, ce qui est relativement nouveau, je crois. Sur le concours post-bac, il n'y a pas d'anglais dans les épreuves d'admission. Il y a juste la note d'anglais au lycée qui est prise en compte parmi les autres notes. En niveau de sortie, ce qui compte dans des études vétérinaires, c'est d'être capable en anglais de se débrouiller avec des articles scientifiques qui sont écrits en anglais. Toute la bibliographie médicale, elle est en anglais. Donc ça, c'est important d'être capable d'analyser ces articles en anglais et que l'anglais ne soit pas un frein à cette analyse, sachant que cet anglais, c'est un anglais qui est assez simple, parce que c'est un anglais qui est très technique. Donc une fois qu'on a compris les termes techniques, voilà, tous nos étudiants arrivent à analyser ces articles. Il faut aussi être capable de se débrouiller lorsqu'on va faire un congrès scientifique et se comprendre entre nous. On ne demande pas évidemment un niveau en littérature. Ce qu'on demande, c'est une capacité à discuter à l'international. Et généralement, quand on est à l'international, quel que soit le pays, la langue vers laquelle on converge, c'est l'anglais. D'où la nécessité. Ce qu'on demande comme niveau en fin de A3, c'est un niveau B2. Voilà. Alors, est-ce qu'être titulaire d'une licence ou d'un master permet de valider automatiquement certaines UC? Et aussi, est-ce qu'être titulaire d'une certification en langue, par exemple le CLES ou le TOEIC, permet de valider automatiquement les UC d'anglais? Alors, le CLES, effectivement, en langue, là, je commence par la deuxième question. Oui, c'est celui qui est attendu. Donc, s'il y a un CLES B2, il n'y a pas besoin, effectivement, de repasser la certification. Mais ça n'empêche pas de participer au cours parce qu'en fait, le CLES, il est quand même beaucoup basé sur des choses qui sont assez générales. L'intérêt là, des cours d'anglais dans les écoles, c'est qu'ils commencent à s'orienter un peu vers du vocabulaire technique et lié à la profession elle-même. Donc voilà, mais les enseignements d'anglais, ils sont assez légers quand même dans les écoles. C'est loin d'être l'essentiel. Donc pas de difficulté. Et la première question, je l'ai oubliée. Tu me rappelles, Mathilde? C'était le même type de question vis-à-vis du master ou d'une licence, en fait. Est-ce que, du coup, on doit valider les unités d'enseignement concernant les mêmes choses que le master ou la licence? Oui, non, je confirme. Alors, si on parle de master, c'est dans ce cas-là, après un master, la voie d'entrée, c'est le concours D, qui est quand même exceptionnel. Hein. On a 2 étudiants maximum par an par cette voie-là. Et quoi qu'il arrive, on repart à 0. Hein. Donc là, on démarre toutes les UC, il n'y a pas d'équivalence. Alors, il y a eu les questions sur le tuteur et du coup, il y a une question sur ce tuteur suit combien d'élèves en même temps? Une petite dizaine. C'est une bonne question, parce qu'effectivement, voilà, la charge de travail est à répartir, mais bon, ça se passe relativement bien. Il y a des tuteurs qui sont plus ou moins comme d'habitude. Hein, il y en a certains qui jouent très très bien le jeu, d'autres un peu moins, et puis on peut changer dans ce cas-là en cours de cursus si besoin. Alors, concernant la formation continue des vétérinaires, est-ce que les formations sont à la charge des vétérinaires? Oui, absolument. C'est à la charge des vétérinaires, mais comme dans beaucoup de métiers pour la formation continue professionnelle, avec néanmoins des organismes qui participent au financement. Hein, donc en fait, la réponse est oui, mais avec des aides. Ensuite, l'échange entre écoles en 6e année est-il sélectif? Non, pas ce genre. Alors, non, ça n'a jamais été sélectif. Après, faut quand même qu'on arrive à peu près à gérer le fait que les groupes qu'on va mettre en place sont de format compatible avec les exercices d'enseignement qui sont prévus. Mais à ce jour, on n'a jamais eu de difficultés liées à
trop de demandes dans un secteur par rapport à un autre. Donc, le cas s'est pas encore présenté. Peut-être qu'avec les promotions 160, ça va un tout petit peu se renforcer. Voilà, mais normalement, ça se gère assez bien. Un diplôme obtenu aux USA est-il valable en France? Diplôme obtenu aux USA, non, il faut une équivalence. Faut passer tous les pays qui sont en dehors de l'UE doivent passer une équivalence. Ensuite, il est prévu, je crois, la création d'une école privée en France. Est-ce exact? Si oui, avez-vous une échéance d'ouverture? Alors oui, c'est vrai, c'est prévu, c'est envisagé. Enfin, en tout cas, ça a été annoncé. Maintenant, créer une école, c'est un gros boulot. Donc, je sais pas exactement où en sont les personnes qui veulent mettre en place ce dispositif. Je crois qu'elles sont quand même extrêmement motivées pour le faire. Si ça se fait, ça va démarrer, oui, dans les peut-être quelques années à venir. Échéance 2 ans, peut-être 3 ans, avec voilà, moi, pas plus d'informations que ça sur cette mise en place concrète. Hein. En tout cas, sur le principe, oui, effectivement, c'est évoqué et c'est plutôt dans les tuyaux. Ouais. Ensuite, les élèves en A1 qui ont réussi à entrer en école ont-ils un concours à passer comme les autres pour entrer en A2? Non, pas du tout. Je redis, le concours pour rentrer en A1, il a lieu pendant la terminale. Donc le concours, il a lieu entre une phase d'admissibilité sur les notes de Parcoursup et puis globalement un concours qui va se passer pendant les vacances de Pâques de l'année de terminale. Donc on sait au mois de juin si on est reçu ou pas dans une école vétérinaire, au mois de juin de l'année de terminale. Et le concours, il est là, c'est ça qu'on appelle le concours. Entre la fin de la première année et la deuxième année, on valide les examens, tout comme on valide les examens entre la deuxième et la troisième année. Mais il n'y a pas de concours à la fin de la première année, il n'y a pas de sélection entre les étudiants. Il faut juste valider ces unités d'examen, de compétences. D'accord? Alors, combien de gardes par mois un vétérinaire doit-il assurer? Ah, mais ça c'est très variable, hein. Ça dépend des structures. Ça dépend de la densité de ce qu'on appelle le maillage sanitaire, c'est-à-dire le nombre de vétérinaires dans un coin. On comprend assez facilement qu'en région parisienne, c'est pas forcément très compliqué parce qu'il y a des structures qui s'en occupent spécifiquement. Donc il y a des structures qui sont des vétos à domicile qui vont assurer les urgences et certaines cliniques qui vont dire moi la nuit je vais jamais dans ma clinique, je demande à cette structure d'assurer les gardes pour moi. Donc des vétos comme ça, ils font jamais de garde. Et puis il y en a d'autres qui sont dans des territoires plus ruraux où là, s'il n'y a pas d'autres cliniques vétérinaires à côté d'eux, ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas toutes les nuits, il n'y a personne pour le faire. Donc c'est toute la difficulté à l'heure actuelle de ce qu'on appelle le maillage sanitaire. Hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la répartition des vétérinaires sur le territoire français, de manière à ce que cette obligation qui incombe aux vétérinaires, je vous l'ai dit, profession réglementée, une des obligations, c'est justement d'assurer la continuité des soins, donc de ne pas laisser un propriétaire d'un animal sans soins s'il en a besoin. D'où la nécessité d'avoir plus de vétérinaires mieux répartis pour éviter que les mêmes vétérinaires soient tous, certains vétérinaires, aient assuré un énorme nombre de gardes à lui tout seul. Voilà. Donc très variable. Je n'ai pas de réponse toute faite. Existe-t-il des stages, des journées TP ou observations organisées par l'ENVA au CIRAL? Il y a au CIRAL, il y a donc la formation en 6e année. Donc quand on choisit la dominante équidée, il y a toute une partie de la formation qui se fait au CIRAL. Hein. Donc là, les étudiants, ils sont là-bas. Hein. Donc il y a même des logements étudiants au CIRAL pour les étudiants de 6e année. Pour l'instant, ces logements, ils sont que pour les 6e années. Dès qu'on aura installé l'hôpital pour la médecine et la chirurgie des chevaux à Dosulé également, donc en lien avec le CIRAL, là, on enverra également les étudiants de 5e année au moins un mois complet là-bas. Et même chose, il y aura des logements disponibles là-bas pour que les étudiants restent un mois complet au CIRAL.
Ensuite, tout à l'heure, on a parlé des chambres, donc on a dit qu'il y avait 400 chambres. Il y a une question sur le fait qu'il y ait une sélection ou pas selon la situation sociale des étudiants. Oui, absolument, je confirme. Donc, en fonction du revenu des parents, c'est le critère principal. Et éventuellement, je crois qu'il y a un deuxième critère qui intervient, c'est la distance par rapport au domicile. Mais oui, cette sélection, elle est basée là-dessus. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il est possible de devenir vétérinaire pour animaux marins? Et ce sera la dernière question. Alors, animaux marins, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai même des plein de promos qui font ça, mais voilà, ça reste anecdotique. Donc là, on parle plus de formation initiale, en fait. Là, on parle de spécialisation qui ne sont pas forcément des spécialisations encadrées par des diplômes particuliers. C'est juste des voies professionnelles qu'on va pouvoir creuser en allant trouver les bons contacts. Hein. Mais oui, bien sûr, on peut. Voilà, donc c'était la dernière question. Donc, je vous remercie d'avoir fait la conférence et puis, je remercie aussi ceux qui restent, même s'il en reste plus beaucoup. Donc la conférence, elle sera disponible en replay le lundi 8 directement. Et sinon, pour le reste de la journée, il y a encore des contenus disponibles en accès libre, sans inscription. Donc des conférences courtes avec des métiers précis, des visites guidées, le mot du directeur et des histoires d'Alfort. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, vous pouvez aller sur Instagram. On est assez présent sur ce réseau. Eh bien, merci beaucoup à toi, Mathilde, pour l'organisation de tout Merci. ça. Et merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.